Chères auditrices, chers auditeurs, dans le cadre des émissions avec Attaque, eh bien, j'ai le plaisir d'accueillir ce mois-ci Rosanne Perrault, membre du bureau du comité local, pays de Saint-Malo-Jersey d'Attaque. Bienvenue Rosanne Perrault, derrière ce micro. Merci de m'accueillir. Eh bien, c'est un plaisir. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet brûlant d'actualité, à savoir Notre-Dame-des-Landes, une lutte contre un GPII, une lutte emblématique. Alors, je viens de prononcer un sigle. Vous voulez le développer pour nous ? Oui, un GPI, c'est un grand projet inutile imposé. Comme la LGV Lyon-Turin, comme le tunnel, quoi. Et la LGV Lyon-Turin, comme la LGV Tours-Bordeaux, comme le grand centre commercial qui est en projet dans le triangle de Gonesse, entre Roissy et Le Bourget. Donc voilà. D'accord. Alors, on va parler de Notre-Dame-des-Landes. Qu'est-ce qu'on peut dire sur cette lutte emblématique, Rosanne Perrault ? On peut dire énormément de choses. On peut dire qu'on est probablement un tournant de la lutte. D'ailleurs, les opposants qui étaient là n'ont pas caché que la procédure ouverte après la nomination de Nicolas Hulot comme ministre de l'Environnement et de la Transition énergétique ouvrait des perspectives pour la première fois assez positives. En effet, Nicolas Hulot, on le sait depuis longtemps, est opposé, totalement opposé à la construction de cet aéroport. Il connaît parfaitement le dossier. Et Emmanuel Macron lui-même, pendant sa campagne, avait dit qu'il n'était pas question de construire cet aéroport sans avoir mis à plat tout le dossier. Aujourd'hui, il s'agit de faire un arbitrage entre rénover Nantes Atlantique ou construire l'aéroport. Donc on est vraiment à un moment clé. Alors, j'ai vu aussi qu'il y a une commission finance de l'atelier citoyen qui devrait aussi être auditionnée sur le coup des deux alternatives que vous allez développer, Rosanne Perrault, pour nous, pour qu'on puisse voir un peu les enjeux. Oui, déjà, il y a une première commission de l'atelier citoyen, regroupant des architectes et des spécialistes de la piste, qui a déjà été auditionnée. Et ils ont été confrontés, c'était une réunion de confrontation avec des représentants de la Direction générale de l'aviation civile. La Direction générale de l'aviation civile ayant, en 2014, publié un document visant à montrer qu'il coûterait moins cher de construire un aéroport neuf que d'aménager l'existant. Sachant que l'existant, Nantes Atlantique, il y en a peut-être parmi vos auditeurs qui ne le connaissent pas, mais il faut savoir que c'est un aéroport très performant. D'ailleurs, il a été classé en 2011 meilleur aéroport régional européen. Donc voilà, il suffit juste probablement de rénover la piste, etc., d'agrandir les parkings. Donc voilà, ils ont été confrontés et ça a été une vraie confrontation, diapo contre diapo, éléments quantitatifs chiffrés. Alors effectivement, il y a aussi une commission financière qui a calculé le coût comparé de la construction d'un nouvel aéroport et de la rénovation de Nantes Atlantique. Et ce qu'il démontre, c'est que cela coûterait 8 à 10 fois moins cher de rénover Nantes Atlantique que de construire un nouvel aéroport. C'est sans appel, hein ? C'est sans appel. C'est pas étonnant, sachant que c'est compliqué de construire un aéroport dans une zone humide, dans une éponge. La procédure avancée par Vinci pour construire les pistes ne tient pas la route, par exemple. Le revêtement des pistes et le soubassement des pistes se dégraderaient très rapidement et il faudrait donc les refaire de manière fréquente. Donc il faudrait au préalable implanter des pieux peut-être de 10 ou 20 mètres dans la terre, ce qui augmenterait énormément la facture. Ce qu'il faut dire, c'est qu'en fait, il est possible de résilier le contrat pour un motif d'intérêt général. L'État peut le faire. Alors bien évidemment, Vinci aurait le droit à une indemnité pour cette résiliation du contrat. L'annexe financière du contrat de concession est très très précise sur tous les éléments qui permettent de calculer cette indemnité de résiliation. Alors bien évidemment, les gains qu'aurait réalisé Vinci pendant la durée de vie du contrat, 55 ans, etc., etc. Alors les experts ont fait un calcul d'actualisation, ce qui ramène la somme que Vinci aurait gagnée pendant les 55 ans du contrat à quelque chose finalement d'assez modeste. Disons que l'indemnité de résiliation est estimée entre 200 millions et 350 millions. On ne peut pas dire que c'est rien du tout, mais si on économise plusieurs milliards, alors là, on voit que ça vaut le coup, quoi. Oui. Alors il y a des médiateurs qui ont été nommés, Rosanne Perrault, et les opposants sont pour l'instant satisfaits du sérieux de la méthode proposée par les médiateurs. Oui, oui, c'est ça. Ils sont assez confiants parce que la méthode, déjà, la durée est de 6 mois. Ensuite, ils veulent des faits objectifs, pas des opinions. Et puis, donc, les opposants
ont demandé à être auditionnés sur un certain nombre de points qui leur paraissaient très importants. La commission de médiation en a retenu un certain nombre. Donc, dans une première étape, il y a des réunions de confrontation, comme celle qui s'est déroulée il y a une dizaine de jours. Et s'il reste des points sur lesquels il n'y a pas accord entre les parties, alors là, il y aura des expertises. On fera appel à des experts extérieurs. Mais étant donné la façon dont se sont passées les premières réunions devant la commission, ils ont l'impression que pour la première fois dans cette histoire-là, on prend au sérieux le travail qu'ils ont fait depuis 15 ans, depuis 20 ans. Hein. Oui. En même temps, vous rappelez qu'en définitive, ce sont les politiques qui vont trancher. Oui, oui, oui. C'est vrai qu'il y a, par exemple, les architectes qui sont dans l'atelier citoyen, ils disent, dans 6 mois c'est fini. Et puis, il y a... par exemple, un collègue à vous qui s'appelle Nicolas de la Cassinière, qui travaille pour Reporter, pour Libé, La Lettre à Lulu. Lui, il dit, mais en définitive, ce sont les politiques qui trancheront, et quand bien même la commission de médiation aurait tranché en faveur du réaménagement nord-atlantique, ce sera les politiques qui décideront in fine. Hein. Voilà, il vaudrait mieux que les deux soient d'accord. Oui. Mais quand même. Disons que là, les opposants étaient relativement sereins, parce qu'il y a des gens qui connaissent les dossiers en face, alors que jusqu'à présent, ils n'étaient pas du tout entendus, et ce qu'ils pouvaient dire n'était pas pris au sérieux, alors que le travail qui a été fait est considérable, ouais. Considérable. Alors, Rosanne Perrault, est-il encore question de la consultation de mai 2016 ? Alors, vous vous rappelez sans doute cette consultation qui a été organisée il y a 1 an pour légitimer politiquement la construction de Notre-Dame-des-Landes et qui a donné comme résultat 55% pour la construction de Notre-Dame-des-Landes, 45% contre. C'est leur dernier argument, quoi. Il y a eu une consultation, ils l'appellent référendum d'ailleurs. Il y a eu un référendum, on ne peut pas passer outre au vote de la population du département 44. Sauf que cette consultation ne légitime rien du tout, parce que pour un projet d'envergure nationale ou régionale comme Notre-Dame-des-Landes, puisqu'on l'appelle Aéroport du Grand Ouest, il aurait fallu au minimum interroger les Bretons, qui financent 25% du coût du projet, les Vendéens, qui vont être impactés par le déplacement de l'aéroport de Nantes du sud de Nantes au nord de Nantes. Il aurait fallu, pourquoi pas, interroger aussi la Bretagne dans son ensemble, pas seulement les habitants d'Ille-et-Vilaine, enfin les habitants d'Ille-et-Vilaine aussi d'ailleurs, parce que l'aéroport de Rennes risque de disparaître. Mais on ne l'a pas fait, pourquoi ? Parce que les sondages montraient que plus on étendait le périmètre de la consultation et plus le non l'emportait. Donc on a vraiment limiter cette consultation au seul département de Loire-Atlantique. Oui, alors quand même, une petite précision sémantique, Rosanne Perrault, une consultation n'est pas un référendum, c'est ce que vous indiquiez oui, quand même. Oui, c'est-à-dire que la consultation n'a pas de force obligatoire. Elle n'a pas de force obligatoire. Pour un projet d'envergure nationale ou régionale, on ne peut pas interroger une toute petite partie du territoire concerné. Donc il y a eu des juristes, des spécialistes du droit de l'environnement qui se sont exprimés pour dire ce n'est pas un référendum, ça n'est pas possible, les textes ne l'autorisent pas, il faut considérer ça comme une consultation qui n'a pas de force obligatoire. Sauf que les pro-aéroports disent que ça a quand même cette consultation a donné une légitimité politique, c'est là-dessus, c'est ce qu'ils ont voulu retenir. Alors oui, justement, puisque vous parlez de légitimité politique, il y a des personnes qui ne font plus partie du paysage actuellement, en tous les cas dans les responsabilités, à savoir Manuel Valls, Jean-Marc Ayrault et Bruno Retailleau. Donc ils ont perdu une grande partie de leur pouvoir politique, ce qui peut expliquer, oui. Oui, les porteurs de projets, c'était principalement Jean-Marc Ayrault, depuis le début, et puis Emmanuel Valls aussi, pour d'autres raisons, vider la ZAD, et puis Retailleau... Ça les embête, cette ZAD ? La ZAD les embête énormément, oui, parce que pour eux, c'est une zone de non-droit, ce qui est un peu vrai, mais... Dans quel sens ? Parce que vous la connaissez en fait, je le précise pour les auditrices et les auditeurs, que vous-même, vous avez expérimenté. J'ai expérimenté, j'ai passé quelques nuits là-bas. Ouais. C'est une zone de non-droit, dans le sens où, depuis 2012, depuis l'évacuation des CRS qui avaient essayé de déloger les zadistes en octobre-novembre 2012, il n'y a plus une seule force de l'ordre sur ces 1600 hectares de zones à défendre. Les gens se comportent bien, pour autant. C'est-à-dire qu'ils discutent en permanence pour prendre des décisions, parce qu'ils ne sont pas tous d'accord, mais dans la mesure où il y a de la concertation, c'est ça ? Oui, énormément. Des discussions. Il n'y a pas de loi,
il n'y a pas de force de l'ordre pour faire respecter le point de vue de l'un ou de l'autre. Donc, il faut qu'ils négocient jusqu'à ce qu'ils soient d'accord. Belle expérience de démocratie alors. Oui, effectivement, effectivement, ouais. Alors Rosane Perrault, on va parler maintenant des arguments en faveur de Notre-Dame-des-Landes. Quels sont-ils? Il y en a quelques-uns. Oui. Alors, puisqu'on l'a présenté comme l'aéroport du Grand Ouest, il est plus central pour le Grand Ouest, c'est-à-dire la Bretagne et la Loire-Atlantique. Il règle le problème du survol de Nantes et du bruit, c'est ce qui est dit. Il libère surtout de l'espace pour urbaniser au sud de la Rocade, dans la proche banlieue de Nantes. C'est une décision qui a été prise par des élus qui sont censés représenter l'intérêt général. Et dans les formes, tout a été respecté, les procédures, etc. Le oui à la consultation. Le oui à la consultation. Et ce projet a été validé par les tribunaux à de nombreuses reprises. Donc voilà, quels sont les arguments en faveur de cet aéroport. Et maintenant en faveur de la rénovation, on va dire, l'aménagement de Nantes Atlantique? Oui, de la rénovation, du réaménagement. Ouais. Alors, est-ce qu'il y a besoin d'un aéroport au nord de la Loire? Ça, c'est la question qui se pose, ouais. C'est une question qui se pose. Enfin, il y a toute une série de raisons. Il y a des aéroports qui fonctionnent bien. Le déplacement à 30 km au nord impacterait Rennes, pourquoi pas Lorient, etc. Éviter le survol et le bruit. Eh bien, on pourra adopter de nouvelles procédures d'atterrissage. Aujourd'hui, les avions n'atterrissent plus comme ils atterrissaient il y a encore peu de temps. Et donc, la ville ne sera pas nécessairement survolée à basse altitude. Et d'autre part, les avions, nouvelle génération, sont de moins en moins bruyants. Ça, il faut en tenir compte, l'évolution du matériel aéronautique. D'accord. Et puis, il est prévu aussi dans le réaménagement une nouvelle orientation de la piste, ce qui éviterait la plupart des survols de la ville de Nantes. Donc voilà. Par ailleurs, on peut se poser la question de la légitimité de cet aéroport dans la mesure où la décision a été prise il y a 40 ans. Il s'agissait d'un aéroport pour le Concorde au début des années 70, 45 ans même. Nantes Atlantique, hein? Oui, Ouais. Nantes Atlantique. Donc où est l'intérêt général pour un projet, pour Notre-Dame-des-Landes, qui n'a jamais vu le jour finalement? On peut se poser la question de la légitimité ou de l'intérêt général représenté par Notre-Dame-des-Landes. Donc ce qui donne de la légitimité à Nantes Atlantique. Quand on regarde un petit peu le bassin d'emploi de Nantes, de l'agglo de Nantes, on s'aperçoit que tous les emplois sont au nord de la Loire. Les seuls emplois au sud sont les 2000 emplois de la zone aéroportuaire. Vous savez probablement qu'il y a une usine Airbus à proximité immédiate de la piste, qui fait travailler 1500 salariés. Donc, on déplacerait ces salariés-là au nord et on déséquilibrerait le bassin d'emploi et ça poserait d'énormes problèmes aussi de circulation. On pense même qu'il serait obligatoire de construire un nouveau pont sur la Loire. Donc voilà. Par ailleurs, l'aéroport de Nantes Atlantique est loin d'être saturé, puisqu'avec la même configuration de piste, l'aéroport de Genève transporte 3 fois plus de passagers que Nantes Atlantique. Donc on est très très loin de la saturation. Et puis il a été classé meilleur aéroport régional européen en 2011, Oui, Nantes c'est ça. Atlantique. Meilleur aéroport régional européen. Les gens qui sont allés prendre l'avion à Nantes, que sauf quelques jours dans l'année, cet aéroport-là n'est absolument pas saturé. Il est parfait et il est proche de la ville. Et aujourd'hui, tous les experts du transport aérien disent qu'il ne faut pas s'éloigner. Les gens ne veulent plus s'éloigner à 25 km d'une ville comme Nantes. Et par ailleurs, il y a un dernier argument, c'est que la LGV qui vient d'être inaugurée et qui amène Rennes à 1h30 de Paris et Nantes un peu plus de 2 heures, rend de plus en plus inutile le transport aérien entre Nantes et Paris. Il faut savoir par exemple que la mise en place d'une LGV entre Metz et Paris a ponctionné 1 million de voyageurs de l'aéroport de Metz parce que les gens préfèrent prendre le train qui les amène directement centre-ville de Paris plutôt que aller d'un aéroport à un autre, atterrir à Roissy ou à Orly. Oui. C'est compliqué après de rejoindre le centre de Paris. D'accord, donc tout ça c'est à prendre en compte, effectivement. Oui. On va voir maintenant, Rosane Perrault, quels sont les arguments contre le projet Notre-Dame-des-Landes. Contre le projet de Notre-Dame-des-Landes, eh bien, il y a différents arguments, évidemment. C'est un projet
inutile, c'est un projet très coûteux et c'est un projet destructeur de l'environnement. On peut peut-être commencer par là. La zone, la ZAD, c'est 1600 hectares de terres agricoles et de zones humides. Donc on bétonnerait 1000 hectares sur ces 1600 hectares de terres agricoles. On manque actuellement de terres agricoles et on en manquera de plus en plus. Avec l'emprise foncière, vous voulez dire? Oui. L'aéroport et surtout les parkings, parce que dans le modèle économique de Vinci, 25% du chiffre d'affaires sont amenés par les parkings. Donc il y a des parkings à n'en plus finir. Le coût du stationnement, oui, c'est ça. Ouais. Ce sont des zones humides qui retiennent l'eau en période de pluie. Ce sont des éponges. Alors elles retiennent l'eau, elles empêchent les inondations et elles alimentent par ailleurs les nappes souterraines et les ruisseaux qui alimentent la Loire et la Vilaine. C'est pour ça qu'on dit que ce sont des têtes de bassin versant. C'est une zone humide qui a une qualité particulière. Dans le droit européen, quand on détruit une zone humide, il faut compenser. Et c'est-à-dire qu'il faut créer des zones humides ailleurs. Et comme ce sont des zones humides têtes de bassin versant, il faut compenser du double de ce qu'on a détruit. Donc ça veut dire que si on détruit 1000 hectares de zones humides, il faudra créer 2000 hectares de zones humides dans le département de Loire-Atlantique. La FNSEA 44 est totalement opposée au projet pour cette raison-là. Les agriculteurs ne veulent pas perdre des terres agricoles. Oui. Et puis il y a les risques d'inondation en aval. Oui, c'est ça. Un Montoire, il a déjà été dit que Montoire, par exemple, Montoire de Bretagne, serait complètement inondé si on bétonne. Il y aura une perte de biodiversité considérable. C'est vrai qu'il y a des recours là devant la Commission européenne qui ont principalement porté sur la préservation du triton crété, par exemple. Et dans toute la coordination des opposants, c'est 50 orgas. Vous avez par exemple des naturalistes, les naturalistes en lutte, qui ont fait l'inventaire de la faune et de la flore sur tout le territoire et qui ont découvert des choses fabuleuses, dont des espèces rares protégées. Donc voilà. Et puis, ce que craignent aussi les gens qui veulent préserver l'environnement, c'est que, bien évidemment, une fois qu'on aura construit l'aéroport là, eh bien, les zones d'activité, l'espace de 20 km de terres agricoles entre Orvaux et Notre-Dame-des-Landes va progressivement se remplir de zones d'activité, de zones commerciales, de béton. Donc on aura encore détruit la nature. Donc voilà, sur les questions environnementales... Puis il y a le coût très élevé d'un projet, Oui, en c'est PPP. Oui. Alors PPP, ça aussi. Le PPP, c'est le partenariat public-privé. Oui. Le coût de Notre-Dame-des-Landes est estimé à 560 millions d'euros. C'est juste l'aéroport, c'est un aéroport low cost d'ailleurs, qui est peut-être moins performant que celui de Nantes-Atlantique. Mais ce coût-là n'inclut pas le coût des moyens d'accès, par exemple un tram-train, par exemple le barreau routier, par exemple les voies d'accès à l'aéroport qui sont à la charge de l'État. C'est un coût qui n'inclut pas la difficulté à construire dans une zone humide, ni les surcoûts systématiquement constatés sur ce genre de projet. Les écologistes, Cécile Duflot avait parlé de 4 milliards, Hérault avait dit c'est n'importe quoi. Mais très probablement, c'est plus de 2 milliards. Et vous savez, connaissez l'état des finances publiques actuellement. Oui. Est-ce qu'on a vraiment des milliards à mettre dans ce projet-là? Alors, par ailleurs, pour justifier la déclaration d'utilité publique, on a calculé un gain pour la collectivité de 900 millions d'euros, basé sur des hypothèses irréalistes et des calculs erronés de gains de temps réalisés grâce à l'aéroport. Et s'il n'y a pas d'aéroport, alors on est obligé de prendre le train, on perd du temps, etc. C'est une méthode qui a été complètement remise en cause par un expert hollandais et qui a calculé, lui, une perte nette pour la collectivité. Il y a un scandale aussi, c'est le financement public d'un aéroport privé. C'est un PPP de 55 ans, c'est un contrat de concession, un partenariat public-privé de 55 ans, et la moitié du financement est apporté par les collectivités locales. Alors, c'est apporté sous quelle forme? C'est très très étonnant, vous allez voir. Parce que les collectivités territoriales apportent plusieurs centaines de millions sous forme de subventions, pense-t-elle. Avances remboursables. Et elles seront remboursées dès lors que la société fera des profits. Sauf que les avocats et les conseillers financiers de Vinci ont pris soin d'inclure dans le contrat une clause de retour à meilleure fortune qui commande le remboursement des avances. Ils ont fixé un niveau de profit tellement élevé qu'on sait qu'il ne sera jamais atteint. Ce qui fait que Vinci, dans ses documents, enregistre les avances remboursables directement comme des subventions. Vous voyez, c'est quand même assez fort. Puis, par ailleurs, c'est un aéroport low cost,
Vinci ne communiquait pas beaucoup sur le plan, le permis de construire. Ça a été dévoilé par le Canard enchaîné, je crois qu'il y a 2 ans. Et on s'est rendu compte que c'était un aéroport low cost, dont la rentabilité n'est pas assurée. Alors, les gens qui sont pour ne connaissent pas le dossier. Ils s'imaginent que de Notre-Dame-des-Landes partiront des vols transcontinentaux, qu'ils pourront partir à Rio, à Hong Kong, etc. Les grands courriers, quoi, les longs courriers. Les longs courriers. Mais Absolument en fait, non. pas. Non. Les hubs en France, c'est Orly et Roissy. C'est Amsterdam, c'est Madrid. Notre-Dame-des-Landes ne sera jamais un hub, ne sera jamais un aéroport d'où partiront des longs courriers. Donc voilà pour ce qui est du très 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 coûteux et on pourrait encore... Oui, donc pour résumer, Rosanne Perrault, il s'agit pour vous d'un projet inutile, très coûteux et destructeur de l'environnement? Oui, inutile. Pourquoi? Parce que il y a déjà énormément d'aéroports. Vous vous rendez compte que en France, il y a 170 aéroports, 44 en Allemagne, qui n'est pas un pays sous-développé, Ben oui. 43 Ça en pose question, Grande-Bretagne. Ouais. Dans le Grand Ouest, sur le bassin rayonnant à partir de Nantes, il y a une quinzaine d'aéroports, proches les uns des autres de 70 km. Par exemple, il y en a un à Angers, il y a 2 mouvements par semaine. C'est financé par la CCI. Alors quelles sont les solutions, Rosanne Perrault, qu'on peut préconiser au Les vu, solutions, eh bien, résilier le contrat avec Vinci pour motif d'intérêt général, pour un coût donc qui a été estimé par l'atelier citoyen entre 200 et 350 millions d'euros, selon la façon dont on interprète certaines clauses, sachant que Vinci se battra pour avoir un maximum. Rénover Nantes Atlantique pour un coût 8 à 10 fois inférieur à la construction de Notre-Dame-des-Landes. Réduire le bruit sur Nantes par des procédures d'approche adaptées et la transformation de la piste. Maintenir les 1800 emplois de la zone aéroportuaire au sud de Nantes. Et quel avenir pour la ZAD une fois le projet abandonné? On en parlait de cette fameuse ZAD tout à l'heure. Oui, alors, il faut savoir que si jamais l'État annonçait que l'aéroport ne va pas être construit, il y a une première manche qui serait gagnée, mais il y aura une deuxième bataille à mener, c'est celle pour la préservation de la ZAD. Alors, ça ne s'appellera plus une zone à défendre, mais les opposants, réunis donc dans cette coordination, sont tous d'accord avec les occupants actuels pour dire qu'il faut que ces gens-là restent là où ils ont envie de vivre. Donc la coordination des opposants demandera probablement, enfin ils demandent déjà 3 ans à l'État pour réorganiser tout cela. La solution, ce serait de faire comme au Larzac, c'est-à-dire de mettre en place une foncière, une société foncière qui serait propriétaire des terres, vous savez, comme terre de liens, qui serait propriétaire des terres et qui pourrait les attribuer selon les projets. Oui. Voilà. La viabilité, l'intérêt, voilà. Oui, général pour le coup. Il ne faudrait pas que ce soit la SAFER qui s'en occupe parce que la SAFER, les sociétés d'aménagement foncier, ce sont les sociétés qui, dans chaque région, ont la compétence pour attribuer les terres agricoles qui sont mises sur le marché en quelque sorte. Alors, la politique de la SAFER, c'est toujours de donner au plus gros pour l'agrandissement des exploitations. Là, justement, tous les opposants ne veulent pas que les agriculteurs qui ont accepté de vendre à Vinci, qui ont été payés pour cela et qui ont reçu des terres en compensation, reviennent en disant nous on veut récupérer ces terres-là, etc. Donc l'idée, la grande idée, c'est une foncière et qui attribuerait donc les terres à ceux qui veulent vivre dessus. Il y en a beaucoup parmi les gens qui sont installés depuis 2010, 2011 et surtout 2012 qui veulent continuer à vivre sur ces terres-là. Il faut savoir qu'il y a 5 exploitations en maraîchage. Il y a un jeune qui vient de s'installer en production laitière. Il y a des choses incroyables, vous savez, il y a une conserverie, 3 boulangeries, sans parler de la bibliothèque et du centre de documentation. Donc il y a une vie là-bas. Il y a une vie, Oui. Une vie très riche, extrêmement riche, oui, et passionnante. Mais difficile quand même, il ne faut pas non plus être trop naïf. J'entends bien. Ouais. Donc la réponse de tout cela, de toutes ces consultations, Rosanne Perrault, ce sera en décembre, c'est ça? Oui, la commission a été nommée début juin, elle a 6 mois pour rendre son rapport. Donc la décision, ça sera fin décembre ou début janvier. Ouais. D'accord. Eh bien merci à vous, Rosanne Perrault, pour cet C'est moi qui vous éclairage remercie. sur les enjeux de ce fameux dossier Notre-Dame-des-Landes. Ben, on verra bien justement ce qui sera décidé. Encore une fois, je vous souhaite un bel été et puis on se retrouve à la rentrée pour une prochaine émission alors. On fait comme ça. D'accord, on fait comme ça. Merci. Un bel été à vous aussi. Merci beaucoup. À très vite. Au revoir. Au revoir à toutes et à tous.